Le journal de 7h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La découverte faisait froid dans le dos. 4 corps retrouvés dans la Seine le 13 août dernier à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. C'est un passager du RER qui avait repéré l'un d'eux en passant sur un pont. La police alertée en avait finalement repêché 4. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. En une semaine, les enquêteurs ont vite progressé. Un homme de 24 ans a été placé hier en garde à vue. Oui, l'homme en garde à vue serait né en Algérie fin 2000. Il vit en France depuis plusieurs années en situation irrégulière. On ignore pourquoi il est entré dans les radars des enquêteurs chargés de ce dossier particulièrement macabre. Une énigme avec 4 corps, tous retrouvés dans la Seine au même endroit, près du pont de Choisy, une zone fréquentée la nuit par des SDF et connue aussi pour être un lieu de drague gay. Les autopsies et les différents scanners réalisés sur les dépouilles permettent à ce stade de dire qu'il y a au moins 2 homicides, dont un par strangulation. Une victime a été formellement identifiée, elle a une quarantaine d'années. Est-ce une nouvelle affaire de tueur en série ? Impossible de l'affirmer, mais la qualification retenue meurtre en concours, cette qualification permet aux hommes de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris d'interroger le suspect durant 96 heures. Merci Frédéric Michel. Le drame hier soir près de Chamonix en Haute-Savoie. Les passagers d'une voiture, un couple d'une vingtaine d'années, sont morts, écrasés par un bloc rocheux qui s'est décroché de la paroi. Oui, tous deux se trouvaient à l'arrière du véhicule. Le conducteur et la passagère à l'avant, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et pris en charge. La famille originaire de la Somme était en vacances et revenait d'une visite d'un parc animalier. Une trentaine de pompiers a été mobilisée. Et puis c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie du streamer français Jean Pormanov, décédé lundi matin à 46 ans en live sur la plateforme Kik. En direct depuis plus de 10 jours, il subissait les coups et humiliations quotidiens de ses comparses. L'enquête devra dire si ces sévices sont responsables de sa mort. Par ailleurs, l'Arcom, saisi plusieurs fois sans jamais pouvoir intervenir, annonce rencontrer dans les prochains jours un représentant de la plateforme australienne en Europe. La crise s'intensifie entre Israël et la France. Oui, après la passe d'armes entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, que le Premier ministre israélien accuse d'alimenter le feu antisémite en France, le gouvernement hébreu envisagerait désormais de fermer le consulat général de France à Jérusalem. Suggestion du ministre israélien des Affaires étrangères, selon la presse israélienne, et qui serait une réponse à la décision française de reconnaître l'État palestinien le mois prochain. Alexis Bourdon, mais pas seulement. Oui, le consulat de France à Jérusalem est très souvent au cœur de polémiques avec l'État hébreu. Le ministère des Affaires étrangères israélien qualifie ces actions de provocatrices et d'anti-israéliennes. En effet, c'est ce consulat général qui avait délivré un visa à une Gazaoui qui devait rejoindre Sciences Po Lille cet été. Souvenez-vous, l'étudiante avait été épinglée par la suite pour des propos antisémites qui glorifiaient Hitler sur les réseaux sociaux. Elle a depuis quitté la France pour le Qatar. Le consulat de Jérusalem fait partie des 3 consulat français en Israël, mais c'est lui qui est chargé de traiter les demandes de visa des Palestiniens souhaitant se rendre en France, ce que n'apprécie pas le gouvernement Netanyahou. Cette fermeture serait un véritable signal fort envoyé à Paris. La diplomatie française est en effet présente dans la ville 3 fois sainte depuis le XVIe siècle. Ce geste diplomatique qui n'a pas été confirmé officiellement risque en tout cas de tendre davantage encore les relations franco-israéliennes, déjà fragilisées par l'annonce d'une reconnaissance par Paris de l'État palestinien. Alexis Bourdon, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, dit ce matin Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël à Paris, interrogé par Le Parisien aujourd'hui en France, et de préciser, je cite, s'il y a une prise de position unilatérale de la France, par exemple sur la reconnaissance d'un État palestinien, il y aura forcément une réaction décidée par le Premier ministre. Fin de citation. Il est 7h04, la suite du journal sur Europe 1. Vous en avez peut-être loué pour les vacances. Les Airbnb sont dans le viseur de la ville de Marseille. C'est une première en France. La cité phocéenne a assigné en justice 4 propriétaires accusés de ne pas respecter la réglementation des locations saisonnières. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. 4 gros investisseurs sont poursuivis, propriétaires de 33 logements touristiques non déclarés comme tels, certains situés dans un immeuble frappé de péril. Le marché de la location touristique est devenu sauvage, dénonce l'avocat de la mairie, Georges Mendes. À Marseille, on estime qu'il y a 6000 logements qui sont aujourd'hui loués sur des plateformes en meublé touristique de manière illégale. Sur 12 000 meublés touristiques environ, c'est énorme. Évidemment, on commence par s'attaquer aux multipropriétaires, ceux qui ont transformé les immeubles entiers en logements, loués en petite surface parce qu'ils ont été divisés. Les amendes encourues sont conséquentes, rappelle
rappelle l'adjoint au maire Patrick Amico. Vous avez des amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € par logement. Vous avez des amendes qui peuvent aller, si les propriétaires ne suivent pas l'injonction de relouer en résidence familiale ou de sortir de la résidence meublée tourisme, ils risquent effectivement jusqu'à 1 000 € par mètre carré et par jour d'astreinte s'ils ne le font pas. L'élu qui rappelle que la mairie ne part pas en croisade contre les locations touristiques, mais cherche simplement à réguler le marché. Je n'incrimine pas les locations de tourisme, parce qu'on peut toujours louer sa résidence principale 90 jours par an, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. L'idée numéro 1, c'est de récupérer du logement familial dans une ville qui en a atrocement besoin, compte tenu de la crise immobilière qu'elle vit, comme d'autres villes en France, mais peut-être encore plus ici qu'ailleurs. Les 4 investisseurs ciblés passeront devant la justice le 13 octobre prochain. D'autres suivront, promet la mairie. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Les vacances, une aubaine pour les malfaiteurs à Londres. Dans les rues bondées des quartiers touristiques, les voleurs à la tire n'ont qu'à se servir. Mais c'est sans compter sur les chasseurs de pickpocket, des amateurs qui se filment pourchassant les voleurs de portables et de portefeuilles. Leurs vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram Pickpockets London cumule 150 000 followers à Londres. La correspondance de Sarah Menaï. Attention au pickpocket. C'est avec cette phrase d'accroche et son accent brésilien que Diego Galdino s'est fait un nom sur les réseaux sociaux. À 32 ans, ce livreur est devenu en quelques semaines l'une des figures des chasseurs de voleurs londoniens. Publié depuis mi-juillet, ces vidéos comptent déjà plusieurs millions de vues. Combien en avez-vous arrêté aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a identifié 2 groupes qu'on n'a pas pu arrêter. Ils ont fui avant qu'on arrive jusqu'à eux. Je suis livreur à vélo et souvent lorsque j'étais arrêté à un feu rouge ou que je passais par des endroits très touristiques, je voyais que ça arrivait énormément. Alors j'ai commencé à enregistrer et à les mettre en ligne. Originaire de Curitiba, au sud du Brésil, Diego a ça dans le sang. Il est issu d'une famille de policiers. Mon père et beaucoup de mes cousins sont policiers. Donc j'ai grandi dans cet environnement, vous savez. À Londres l'an dernier, la police a enregistré près de 32 000 vols à la tire dans le seul quartier ultra-touristique de Westminster. Londres, Sarah Menaï, Europe 1. Les Britanniques qui aspirent à nous emprunter pendant 2 ans un joyau historique, la tapisserie de Bayeux. Oui, le musée qui abrite cette broderie inestimable du XIe siècle va fermer pendant 2 ans pour travaux. Emmanuel Macron a promis que la tapisserie qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant sera prêtée au British Museum pendant ce temps. Mais 45 000 personnes ont déjà signé la pétition pour empêcher ce transfert, dénonçant la trop grande fragilité de l'œuvre. Charles Bouchin. Oui, l'état de la toile de l'Ain, vieille de presque 1000 ans, inquiète. Plus de 9000 trous et 30 déchirures ont été recensés sur les 70 mètres de la fresque. L'idée d'un départ à Londres préoccupe Didier Rickner. Cet historien de l'art est à l'origine de la pétition pour empêcher le départ de la broderie. Il y a un vrai risque de déchirure, d'agrandissement des trous, etc. et de chute de matière qui vont la détériorer encore plus qu'elle ne l'est. On menace l'intégrité d'une œuvre qui est totalement unique. Même la Joconde est une œuvre de Léonard de Vinci, un tableau. Il existe d'autres tableaux de Léonard de Vinci. C'est évidemment extraordinairement précieux. Mais la tapisserie de Bayeux, c'est encore bien pire. Il n'y a rien d'équivalent. Il y a 6 mois, les conservateurs réfléchissaient à déplacer la tapisserie pendant les travaux du musée afin de la restaurer. On ne parlait pas d'un départ à Londres, mais ce petit transfert dans un entrepôt paraissait déjà inenvisageable pour une conseillère musée de Normandie. Elle participait à l'époque à une vidéo pour la préfecture du Calvados. On s'est rendu compte au fur et à mesure des études qu'à la fois la tapisserie était trop fragile pour être déplacée sur une grande distance et que toute manipulation supplémentaire était un risque pour sa conservation. Les modalités du déplacement sont en cours d'élaboration entre le gouvernement britannique et français. Les équipes de conservation étudie notamment le contrôle de l'humidité et comment limiter les vibrations du conteneur qui transportera l'œuvre. Charles Bouchin. Merci Fanny Marceau. 7h09 sur Europe 1, la météo.